Ok. Alors, je pense que je suis online. Ok. euh, alors, je vais attendre un petit peu que du monde arrive. Ceux qui sont arrivés, je vais vous demander si vous m'entendez. Hop. J'ai l'impression que vous êtes de moins en moins nombreux. Ok. Raphaël, bonjour. On va attendre une petite minute. Alors, je vais en profiter pour aller voir. J'avais eu une question intéressante l'autre jour de la part d'un d'entre vous ou d'une d'entre vous. Je vais voir si je peux la retrouver rapidement. J'ai oublié de penser à ça. Hop. Tac. Est-ce que c'était Laurence Rémy? Non. Ça devait être ça. Non plus. Bon, c'est pas grave. Je le retrouve pas. Louane. Ok, bon. J'essaie une dernière. Ok, c'est pas grave. Allons-y. Bien, bon, on va commencer. Alors, est-ce que vous m'entendez, Raphaël? Ok. Ok, ben c'est bon, j'y vais. Donc ce dernier TD qu'on voit ensemble. Alors après, je sais pas comment on va s'organiser, mais si vous voulez, on pourra faire peut-être des sessions. Alors pourquoi il me met ce truc là, Ok, voilà. Après, on pourra faire d'autres sessions de révision éventuellement, mais ça c'est le dernier TD de la saison. Donc on termine l'enzymologie avec une représentation des diosties, et puis on, on va faire 3 exercices sur les lipides. Donc ce dernier exercice d'enzymologie, il traitait donc d'une représentation de Hediovsky, et on vous disait que l'étude d'une enzyme michaélienne en présence de différentes molécules inhibitrices a permis d'obtenir les représentations d'Hediovsky suivantes. Alors je note que dans cet exercice-là, c'était peut-être pas implicitement énoncé, mais on a une même enzyme qui a été étudiée soit seule ou avec 3 inhibiteurs. Et donc, hop, on a bien 4 droites, A, B, C et D, qui sont, qui sont effectivement représentatives de soit la droite de l'enzyme seule, soit la droite de l'enzyme étudiée avec un des 3 inhibiteurs.
Alors c'était pas, en gros ce que je veux dire par là, c'est que dans cet exercice, il n'y avait pas de substrat différent, de concentration d'enzymes, d'accord? Donc tout était égal par ailleurs. Concentration d'enzymes et substrat identiques. Ok, alors il fallait d'abord indiquer, ça c'était une question de cours, indiquer sur le graphe la signification de chacun des axes. Donc là vous aviez bien deviné qu'il s'agissait d'une représentation de Eddy et Hofstee. Ok, sur le graphe, donc Eddy Hofstee, ça équivaut à représenter VI en fonction de VI sur S. Donc là, vous aviez les vitesses initiales en ordonnée et en abscisse, vous aviez VI sur S. D'accord, donc souvent ça c'est des minutes, c'est des temps moins 1. Et ça peut être des concentrations par un temps. Donc on va dire, allez, millimol. C'était pas précisé, hein. Hop, pardon, je vais trop vite. Millimol d'abord par litre, par minute. Ok, donc ça c'était la première question. Deuxième question, c'était l'équation de la droite. Donc l'équation de la droite, vous n'aviez pas à la redémontrer. Alors, soit vous la redémontrez au brouillon et puis vous l'écrivez sur votre feuille définitivement, soit vous la savez par cœur. Équation VI est égal à moins Km VI sur S plus Vmax. Donc on a bien une droite d'équation Y égale moins AX plus B. Moins A étant la pente, X c'est bien ce que je représentais en abscisse, et Vmax étant l'ordonnée à l'origine. Ok, donc là je vais le mettre en... Allons-y, je vais le mettre en vert. Donc ça c'est la Vmax. Ça c'est Vmax sur Km. Et si vous voulez calculer la pente c'est moins la Km. Ok. Alors maintenant, la question la plus intéressante, c'est donc la question 3, identifier les différentes situations correspondant à chaque droite, justifier la réponse. Alors ce qui n'est pas évident dans cet exercice, c'est d'abord de savoir quelle est la droite de référence, quelle est la droite qui a été tracée sans inhibiteur. Donc il faut la reconnaître. Donc vous savez qu'un inhibiteur, ça va affecter soit la Km, soit la Vmax, soit les deux en même temps. Et il faut savoir que la Vmax, quand elle est affectée par un inhibiteur, elle ne peut être que diminuée. Alors la Km, c'est différent. La Km, elle peut être soit diminuée, soit augmentée. Mais là, on va commencer à discuter selon la Vmax. Donc, concernant un inhibiteur, la Vmax, elle ne peut être que diminuée. Donc, vous allez prendre comme droite de référence la droite qui possède, donc sans inhibiteur, la droite qui possède la plus grande Vmax. Donc, la droite qui possède la plus grande Vmax, c'est ici, c'est à 30. Donc la droite qui possède la plus grande Vmax, c'est soit A, soit D. D'accord ? Les autres, B et C, ont des Vmax de 20 et de 15. Donc ont des Vmax plus petites. Donc je peux être sûr que B et C ont été étudiés en présence d'inhibiteurs. Maintenant, pour discriminer entre la droite A et la droite D, elles ont toutes la plus grande Vmax, donc une des deux correspond à la droite de référence. Après, il faut savoir, il va falloir discuter laquelle est vraiment la droite de référence, laquelle est la droite dessinée en présence d'un inhibiteur. Après, on va discuter de la Km. Alors, sachez que
On va dire que la droite de référence, c'est l'enzyme seule, donc quand elle a la Vmax la plus grande, et quand elle a la Km la plus faible. D'accord ? La Km la plus faible, ça veut dire l'affinité la plus forte. Donc vous allez discriminer entre ces deux droites celle qui a la Km la plus faible pour l'attribuer comme étant la droite de référence. Donc j'ai mis celle possédant la plus forte Vmax et la plus faible Km. D'accord ? Plus faible Km, ça veut dire plus forte affinité pour le substrat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai comparé les KM de la droite D et les KM de la droite A. Soit, c'est trivial, hein. Vous voyez que les KM sont reliés à la pente. Donc, la pente égale moins la KM. Donc, plus la pente est raide, plus la KM est élevée. Plus la pente est douce, là je fais une pente douce, plus la KM est faible. Plus la pente est élevée, plus la KM est forte. D'accord ? Là je fais une KM forte. Donc vous voyez bien que c'est la pente D qui a une KM la plus douce, donc qui a la KM la plus faible par rapport à la pente A qui a une KM beaucoup plus élevée. Soit c'est une façon qualitative, vous pourriez le dire, hein. Vous pourriez dire, je constate tout de suite que la droite D a une pente plus faible que la droite A, donc Km de D est plus petit que Km de A, donc l'affinité dans le cas D est plus forte que l'affinité dans le cas A. Et basta, il vous dit voilà, donc c'est D qui a été la droite de référence. Bon, là je vais le faire par le calcul, pour vous le prouver. Donc là j'ai calculé que pour D, pour la droite D, j'ai une Vmax sur Km de D qui est égale à 15. Ok. C'est ce point-là que j'entoure ici. Hop. Et on a vu que Vmax, donc ça je vais le mettre ici. La Vmax pour les deux droites était égale à 30. D'accord ? Donc Km de D, c'est égal à Vmax sur 15, ce qui est égal à 30 sur 15, ce qui est égal à 2. Alors je mets pas les unités, si c'était pas marqué dans l'énoncé les unités. Si j'ai mis des millimoles par litre, par minute, ici, bah, je suppose que donc les unités ce sont des millimoles par litre pour les km. Et puis là je vais faire le même calcul pour la droite A. Pour la droite A, j'ai Vmax sur Km de A qui est égal à 5. Donc c'est ce point d'abscisse à l'origine. Ok, 5. Et ça me donne une Km de A qui est égale à Vmax sur 5. Donc 30 sur 5, donc 6. Le bilan, c'est que vous avez bien que Km de D est inférieur à Km de A. Donc dans le cas D, on a une meilleure affinité pour le substrat que dans le cas A. Donc D est la droite de référence. Une meilleure affinité pour le substrat. Donc, D égale référence.
Ok. Donc je peux déjà dire que ici, ça c'était la droite de référence. Ok. Alors donc maintenant qu'on a cette droite de référence, on va essayer d'attribuer aux trois autres droites A, B ou C les trois différents types d'inhibition qu'on connaît. Alors je continue avec A, c'est ce qu'il y a de plus simple. Droite A, donc j'ai vu que la Vmax était inchangée. Ok. Droite A, je vous rappelle, la Vmax, c'est l'ordonnée à l'origine, on est ici. Donc la V'max de A est égale à la Vmax de la référence. Et on vient juste de voir que K'M de A était supérieur à Km de référence. Donc ça veut dire qu'elle a augmenté. La K'M a augmenté. Donc quel est le type d'inhibition quand vous avez une Vmax inchangée et une K'M qui a augmenté? Donc je vous rappelle, K'M qui a augmenté, c'est-à-dire que l'affinité a diminué. Bah, c'est un inhibiteur compétitif. Ok. Voilà pour le cas A. A, c'est un inhibiteur compétitif. Alors ensuite, j'ai fait la droite B, que je vais mettre ici. Pour la droite B, alors, je suis ici. La droite B, c'est cette droite avec des petits pointillés. D'accord? Pour la droite B, je trouve une V'max égale à 20. Elle est donc inférieure à la Vmax de référence. Elle a diminué. Ensuite, alors deux façons, soit vous prenez la pente, vous aviez des chiffres, hein. Pour la droite B, vous pouviez prendre la pente, soit vous preniez l'abscisse à l'origine. Moi je prends l'abscisse à l'origine pour extraire la K'M de B. Donc l'abscisse à l'origine me dit que V'max de B sur K'M de B égale 10. Ça me dit que K'M de B égale V'max de B sur 10, ce qui est égal à 20 sur 10, et ça fait 2. Et vous voyez que la K'M, hop, K'M de B égale Km de référence. Vous mettez inchangé. Quel est donc maintenant l'inhibiteur pour lequel la Vmax a diminué mais la K'M est inchangée? Bah, c'est un inhibiteur non compétitif. Inhibiteur non compétitif.
I, N, C. Et ça, je vais le faire en vert. Ok. Donc B, c'était égal à I, N, C. Alors maintenant, soit vous vous dites, bah, je connais que 3 types d'inhibition, donc le dernier, le C, c'était un inhibiteur incompétitif, mais encore faut-il le prouver, on va le démontrer ici pour la droite C. Donc droite C, alors droite C, j'ai une V' max qui a diminué. Droite C, c'est cette droite avec des grands traits. Et vous avez une ordonnée à l'origine V' max qui est égale à 15, qui a diminué. V' max de C est égal à 15, elle est inférieure à V max ref. Vous dites qu'elle a diminué. Et normalement, si c'est un inhibiteur incompétitif, la Km doit aussi avoir diminué. Donc pour la Km, pareil, je vais prendre l'ordonnée, l'abscisse à l'origine, pardon, qui est toujours égal à 15. Donc j'ai un V' max de C sur K'M de C qui est égal à 15. Ça me donne un K'M de C qui est égal à V' max de C sur 15, ça fait 15 sur 15. Ça fait 1. Donc vous voyez bien que K'M de C est inférieur à la Km de référence qui était égale à 2. Donc elle a diminué par rapport à la K'M de référence. Quel est l'inhibiteur qui fait à la fois diminuer la Vmax et la Km? C'est un inhibiteur incompétitif. Ou IIC. Et ça, je vais le faire en rouge. Donc c'était un inhibiteur incompétitif. Voilà, c'était tout pour cet exercice. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'enzymo, mais bon, voilà, hein, on a revu là pas mal de fois avec ces 3 dernières séances les différents types d'inhibition, compétitif, non compétitif, incompétitif, et puis voilà, il faut bien voir les paramètres qui changent lors de ces types d'inhibition. Et sachez aussi que des fois, un paramètre peut changer parce qu'on n'a pas utilisé forcément d'inhibiteur, mais on a utilisé un autre substrat. Donc sans doute que la Km va être affectée si on utilise un autre substrat. Si on utilise un autre substrat, dites-vous bien aussi que la Vmax peut être affectée, hein, parce que la catalyse peut ne pas être identique à la catalyse de l'enzyme avec le substrat original. Et enfin, on peut utiliser des concentrations d'enzymes différentes. Et si on utilise des concentrations d'enzymes différentes, forcément, les Vmax vont soit chuter si on a utilisé moins d'enzymes, soit augmenter si on a utilisé plus d'enzymes. Et les KM là ne bougeront pas. Ok, ben, on va passer maintenant aux lipides. Si vous n'avez pas de questions. Alors les lipides, il y a des petits trucs quand même à savoir. Hop. Ah, c'est là que je voulais mettre. On va voir ensemble les petites choses à savoir. Je vous ai fait des petites impressions d'écran de votre poly pour vous montrer à un moment donné tout ce qui est intéressant, tout ce qu'il faut savoir. Alors ça, c'était une annale de 2014, l'exercice 1.
Et on vous parlait de la phosphatidylsérine. Qui est un glycérophospholipide, d'accord, qui est constitué d'un acide gras C18,0, d'un autre acide gras C16,1 delta 9, et bien sûr de la sérine, d'accord. Et les acides gras sont positionnés respectivement aux positions 1 et 2, au carbone 1 et 2 du glycérol. Alors première question, on vous demande à quelle classe appartient cette molécule-là. Donc ça, je vous ai mis, c'est votre poly page 162 que je vais remettre ici. C'est celui-ci. D'accord, on va le mettre ici. Donc ça, c'est la diapo 162 du poly CM. D'accord, vous avez deux polys. Donc la phosphatidylsérine, c'est ce qu'on appelle les lipides complexes. Et la classe de ce lipide, c'est les glycérophospholipides. Glycérophospholipides, c'est un glycérophospholipide. Pourquoi glycéro? Parce que vous voyez ici qu'il y a le glycérol qui va, sur lequel vont être greffés, alors généralement il y a deux chaînes d'acides gras, une chaîne ici, une autre chaîne ici, et puis un groupement polaire, alors qui peut être d'abord un phosphate, d'accord, un groupement phosphate, et sur ce groupement phosphate va être greffé un groupement polaire qui peut être une sérine, qui peut être une éthanolamine, une choline, un inositol, etc. Et là en l'occurrence c'était une sérine. Ok. Et 163, je sais plus pourquoi j'ai demandé la 163. Hop. Ok, on va la faire plus tard, la 163. Donc, ok. Présente-t-elle un caractère amphipathique? C'est pour ça, la 163. Caractère amphiphile ou amphipathique. Ok, alors c'est quoi une molécule qui a un caractère amphiphile ou amphipathique? On a déjà abordé cette notion-là avec les hélices alpha dans les protéines. Certaines hélices alpha peuvent être amphipathiques ou amphiphiles, c'est-à-dire que dans une hélice, ça si je présente mon hélice, quand il y a un côté de l'hélice qui est tapissé de résidus polaires hydrophiles et un autre côté de l'hélice qui est tapissé de résidus hydrophobes, bah, il y a un côté hydrophobe, un côté hydrophile de l'hélice, on appelle ça une hélice amphiphile. Bah, pour les lipides, c'est pareil. Vous essayez de voir s'il n'y a pas un côté du lipide qui est plutôt hydrophobe et un autre côté du lipide qui est plutôt hydrophile. Et là, c'est le cas ici. Alors, vous voyez, donc si je reschématise mon glycérol, CH2, CH, CH2, O, PO, O-, O. Là, il va y avoir la sérine. D'accord. Et là, il va y avoir la fonction ester. Hop. Et là, ce que je schématise ici, c'est la chaîne hydrocarbonée, la chaîne aliphatique des acides gras. Ok. Donc vous voyez bien que dans ce lipide, ici, vous avez une belle partie hydrophobe, constituée par les deux chaînes aliphatiques des acides gras.
et vous avez une belle partie ici, hydrophile ou polaire, constituée par le groupement phosphate et la molécule greffée à ce groupement phosphate, qui peut être une éthanolamine, une sérine, etc. Là, c'est une sérine. Donc oui, le glycérophospholipide est une molécule amphipathique. Amphiphile. Et c'est là où je voulais mettre donc la diapo 163 que je vais vous mettre ici, que j'aime bien, qui est assez jolie. C'est une partie de la diapo 163. Où là on a resymbolisé le phospholipide. Alors généralement effectivement on le symbolise comme ça. On met la tête polaire ici, et puis les deux chaînes hydrophobes. Ça c'est la partie polaire. Et ça c'est la partie hydrophobe. Et voilà, ce que j'aime bien dans cette figure-là, c'est qu'on voit bien les parties polaires, les parties hydrophobes. Donc là, vous avez, ici, vous avez le glycérol. Là, je passe mon trait sur le glycérol, sur lequel sont greffées deux chaînes, ici, hydrophobes, que sont les deux acides gras. Grosse chaîne aliphatique, caractère hydrophobe. Ici, ça, c'est le phosphate, cette grosse boule jaune avec ses boules vertes. Donc la grosse boule jaune, c'est le phosphate, les boules vertes, c'est les oxygènes. Plus un groupement polaire. Alors vous imaginez que c'est la sérine, ici on ne peut pas trop savoir ce que c'est, mais voilà, c'est un groupement polaire. Et donc ça donne un groupement hydrophile et un groupement hydrophobe. Et ça va s'associer en bicouche. Vous voyez qu'ici ça forme une bicouche lipidique, la bicouche de la membrane cellulaire. Ok, donc ça c'était pour ça, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant représenter la structure semi-développée de la phosphatidylsérine. Ça c'est la question 2. Structure semi-développée de la phosphatidylsérine. Hop là. Attendez, je vais juste m'absenter pour fermer une porte. C'est bon. Hop. Donc, il va falloir mettre les formules de où j'en étais, je sais plus trop où j'en étais, de l'acide gras C18,0 et de l'acide gras C16,1 delta 9. Alors pour l'acide gras C18,0, nomenclature. Donc l'acide gras C18 2.0. Dans ces nomenclatures-là, le 2 points vous donne, jusqu'après le 2 points, vous donne le nombre d'insaturations. Donc ici, il y a 0 insaturation, donc ça, c'est un acide gras saturé. Ok. L'acide gras saturé, vous avez votre tableau dans la diapo 140 du polycm. Et où est-ce que je l'ai mise ici? Je crois que je l'ai mise là. C'est juste pour vous montrer qu'il y en a chez les saturés, il y en a deux à savoir. Qui sont là.
c'est le C16. Le C16 qui est l'acide palmitique et le C18 qui est l'acide stéarique. D'accord? Donc là, on avait du C18, c'était l'acide stéarique. Ok, donc voilà, sachez au moins ces deux-là qui sont importants, qu'on retrouve majoritairement dans les bicouches lipidiques. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur C18,0? Bah, vous allez le représenter de cette façon-là. Toc toc toc, vous allez faire 18 carbone. Je vais le mettre ici. CH3, CH2, 16 fois, COH. Là, vous voyez bien j'ai mis 16 CH2, donc il y a 16 carbone, plus 1, 17, plus un autre, celui de la fonction carboxylate, 18. Donc là, j'ai représenté l'acide stéarique. Ok, maintenant je vais représenter l'acide gras. Hop. C'est je ne l'ai plus là. C16 1 delta 9. Ok. C16 1 delta 9. Alors, ça veut dire que 1 ici, vous avez une insaturation. Et puis, delta 9, ça, c'est le numéro du carbone qui porte cette insaturation. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que quand on utilise la nomenclature delta, ça veut dire qu'on commence par numéroter le C1, c'est le carbone du COH. La numérotation sur le carbone du COH. D'accord? Donc là, on a à peu près tout. Alors si je veux représenter le C16 1 delta 9, je vais vous le représenter hop, comme ça. Donc on va admettre COH. Ici, c'est le premier carbone. Ensuite, je vais en compter 8 autres, et sur le 8e, 8 plus 1 ça fera 9, je vais en compter 8 autres, et sur le 8e, je vais mettre ma première insaturation, ce sera le 9e carbone. Donc pour en compter 8 autres, je vais faire déjà CH2 7 fois. Là je vais faire CH, CH, donc je suis la numérotation. Donc là j'ai un carbone, le premier, plus 7 ça fait 8. Hop, plus 1 ça fait 9, donc ça c'est le 9e, ça sera le 10e. Donc ma première insaturation, je la mets bien sur le carbone 9 en partant du COH. Et puis après j'en ai encore 6 à mettre. Hop. Donc je vais faire CH2 5 fois CH3. Donc là si je ne me suis pas trompé, j'en ai bien 16. Donc, on va les recompter. 1 plus 7, 8, 9, 10, 10 plus 5, 15, 15 et 1, 16. Donc là j'ai bien représenté le C16 1 delta 9. Voilà. Ok. Qu'est-ce que on peut voir tout de suite ensemble? La nomenclature avec l'utilisation de la dénomination oméga.
Si je prends la dénomination oméga, on va l'appeler celui-ci le C16 1 oméga 7. Ça c'est l'équivalent. C'est l'équivalent du C16 1 delta 9. Avec la nomenclature oméga, on commence par le carbone CH3. On commence par numéroter le CH3. Donc c'est le CH3 qui est le premier carbone. Hop, je vais faire un peu plus de place pour vous expliquer la nomenclature oméga. Ok. Donc, nomenclature oméga, je vais le faire en haut. Je commence par le carbone 1. Puis je compte. Là, j'en ai 1 plus 5, 6. Et celui-là, ce sera le 7e. 7, 8, etc. etc. Et là, j'arrive à 16. D'accord ? Donc, dans la nomenclature oméga, comme je pars du C1, l'insaturation, donc la double liaison, elle aura lieu sur le carbone 7. Ok, on va refaire de toute façon des exemples avec les nomenclatures oméga tout à l'heure, dans le deuxième exercice. Donc maintenant il me manque à retracer ma phosphatidylsérine. Donc là je vais mettre ici CH2, CH, CH2O, PO, au moins. Donc là il y a une liaison ester qui se fait. Ça c'était sur le C1, l'acide stéarique, 16 fois. Et ça sur le C2, hop. Je refais mon acide gras C16 1 delta 9 et qui avait cette formule là, donc CH2 cette fois. Ok. Et là j'ai mis 5 fois. Ok. Donc c'est celui-là. Et puis là je dois dessiner une sérine. Alors là je mets la sérine, c'est la chaîne latérale de la sérine que je dessine ici. CH2. Là c'est le carbone alpha de la sérine. N'oubliez pas de mettre la fonction amine de la sérine, la fonction carboxylate de la sérine. Vous voyez qu'ici c'est la chaîne latérale de la sérine grâce à son groupement hydroxyle OH qui va se greffer au phosphate. D'accord ? Donc ça c'est la sérine. Ok. Voilà. Après, et puis là vous avez bien vu que ça, ce que j'entoure ici, là c'était le glycérol. On demandait le nom des acides gras, d'accord, ok, c'est ça qui me manquait. On aurait pu les demander avant. Donc le C18, 0, c'est l'acide stéarique.
à connaître. Alors dans votre la nomenclature dans les acides gras saturés, il se termine par le suffixe oïque, d'accord, anoïque. Et la nomenclature pour celui-ci, officielle, c'était l'acide N-octadécanoïque. Octadécanoïque. D'accord. Il n'y a pas d'insaturation, donc ça provient des alcanes. Et les acides gras saturés, ce sera le suffixe énoïque, ça provient des alcènes, il y a une insaturation ou plusieurs insaturations. Ok, donc le C16, 1 delta 9, c'était l'acide palmitoléique. Palmitoléique ou acide 9 hexadécénoïque. Hexadécénoïque. Et c'est là où je voulais vous mettre à la diapo pour les acides gras insaturés, qui est celle-ci, qui est importante. Je vais la mettre ici. Pour les acides gras, on va la mettre en haut. Ok. Ça, je vais le relever. Voilà. Pour les acides gras insaturés, vous en avez 4 à connaître. Et ça, c'est la diapo 140. Hop, laissez-moi la retrouver. Poly. Non. 143. Ça, c'est la diapo. Ok. Diapo 143 du poly CM. Ok, donc ce qui est important dans cette diapo, c'est qu'il y en a 4 à connaître. Il y a l'acide insaturé en C16, d'accord, qui est celui-ci, l'acide palmitoléique. C'est celui qu'on vient de représenter, une insaturation. Ensuite, il y en a 3 en C18 qui sont importants. Pourquoi on vous a sélectionné ces 4-là? Parce que c'est les plus répandus. Il y a l'oléique avec une seule insaturation. Ensuite, il y a le linoléique avec 2 insaturations, carbone 9 et carbone 12. Et ensuite, il y a le linolénique avec 3 insaturations sur le carbone 9, 12 et 15. Donc apprenez bien ces 4 acides gras de la diapo 143. Important. Ok, et puis la question 4, c'était relever les fonctions ester, c'est ça? Sur les structures semi-développées, encadrer toutes les fonctions ester. Les fonctions ester, je vous rappelle, c'est les fonctions R, CO, O et R'. C'est par ces fonctions-là que se greffent les acides gras via leur carboxylate sur le glycérol, que je refais qui est là, ou les autres substituants via une fonction je dirais électronégative, ou hydroxyle, OH, NH2, etc., via le phosphate. Et ça peut être aussi des liaisons phosphoester R, PO, O, R'. Ça, c'est une liaison phosphoester. Donc sur cette figure-là, je vais entourer en vert. Hop.
cette fonction ester là, on voit pas bien, on va mettre ici. Cette fonction ester là sur le deuxième carbone. Ok, j'ai peut-être oublié de vous numéroter les carbones. Bon, ça c'était le 1, ça c'était le 2, et ça c'était le 3. Et sur la fonction phosphoester, en fait c'est une fonction phosphodiester. Vous avez une première fonction ester que je mets ici en vert clair, et une autre que je vais mettre en vert foncé, ici. Voilà, il y a deux fonctions phosphoester. On peut appeler ça une fonction phosphodiester si vous voulez. Ok, là j'ai terminé pour cet exercice-là. On va passer à l'exercice 2. Ok, est-ce que j'ai peut-être oublié de vous donner notre... non, c'est bon, ok. Ok, donc l'exercice 2, bah, c'était simplement se familiariser avec la nomenclature des acides gras et représenter les lipides et représenter un acide gras et un lipide complexe, qui était le premier acide gras, c'est le C18 3 oméga 3, et l'autre lipide complexe était le 1-palmityl 2-linoléyl 3-D-galactopyranosylglycérol. Alors allons-y pour le premier, qui est le C18 3 oméga 3. Donc là, C18 3 oméga 3, je vais partir du carbone 1, d'accord. Le carbone numéro 1 est le CH3. Je vais mettre ici 3 insaturations. Et ici, dans le numéro des insaturations, vous n'en avez qu'une seule. Dans la nomenclature oméga, on n'est pas obligé, on ne met pas tous les carbones qui portent les insaturations, mais simplement le premier. Donc la première insaturation aura lieu sur le carbone 3. Ça veut dire que la première insaturation sera sur le C3, le carbone 3. Il va falloir que j'en mette deux autres en plus, puisqu'il y a 3 insaturations au total. Et bien les autres insaturations, elles se répercutent de 3 en 3 carbones. D'accord ? Puis les autres insaturations seront placées tous les 3 carbones. D'accord ? Donc dans la nomenclature oméga, on n'est pas obligé de vous donner tous les carbones. Tandis que dans la nomenclature delta, on met delta 9,12,15. On vous nomme les carbones qui possèdent chacune des insaturations. En oméga, on n'a pas besoin de le faire. Donc il faut le savoir. Donc là, on va refaire la formule du C18 3 oméga 3 qui est ici. Alors je commence par le C1. J'ai besoin d'un peu de place. On va le mettre ici tout au bout. CH3. Donc ça c'est bien le C1. Ensuite, sur le numéro 3, je vais faire la première insaturation. Donc il va y avoir un CH2, CH, CH. Là vous voyez bien que c'est le deuxième, le troisième. Donc c'est bien sur le troisième qu'a lieu la première insaturation. Ensuite, ça va se répercuter, ça va se répercuter de 3 en 3. Donc là je vais mettre un CH2, 1, 2,
1, 2, 3. Le troisième, je vais mettre une nouvelle insaturation. CHCH. Puis ensuite, il va y avoir la troisième insaturation qui va se répercuter sur le 3 carbone après. Donc, CH2, CHCH. Vous voyez qu'elle s'est répercutée 1, 2 sur le troisième carbone après. Et ensuite, je dois terminer ma molécule de façon à ce qu'elle ait en tout 18 carbones. Donc là, si je ne me suis pas trompé, on va renuméroter les carbones. Ça c'est... Hop. 3, 4. Ensuite 5, 6. Donc là on a 6, 7, 8, 9, 9, 10. Donc là on arrive au 10e. Et là il m'en manque 8 à mettre. Donc là je peux faire CH2 cette fois COH. Et là j'ai bien 18 carbones en tout. Là je me suis arrêté à 10, plus 7, 17, plus 1, 18. Et j'ai bien 3 insaturations. Hop. Une insaturation ici. Je vais le faire en plus foncé. Une insaturation ici. Une insaturation ici. Donc j'ai bien 3 insaturations qui se répercutent tous les 3 carbones. Quand j'ai fait la première ici, 3 carbones plus loin, 1, 2, 3, j'ai la suivante. Puis ensuite 3 carbones plus loin, 1, 2, 3, j'ai la suivante, etc. etc. Voilà, alors je vous avais... qu'est-ce que j'avais mis aussi? J'avais mis en nomenclature delta. Ça équivaut aussi en nomenclature delta à dessiner le C18, 3, delta, 9, 12, 15. Je vais l'écrire en rouge. En delta, on commence, je l'écris en dessous, on commence par le COH qui est le carbone numéro 1. 1 plus 7, ça fait 8. Donc là, ce serait le 9, 10. Donc on a bien la première insaturation qui est sur le carbone 9. Donc c'est pour ça qu'on met delta 9 ici. Ensuite 10, 11, 12. Là vous avez le 12. Donc on met la deuxième insaturation, on la numérote. Ensuite 13, 14, 15. Ici vous avez 15, 16. Donc la troisième insaturation elle est sur le 15, 16 et puis 17, 18. Voilà, il en restait 2. Donc l'autre façon de numéroter ce même acide gras avec la nomenclature delta versus la nomenclature oméga, dans la nomenclature delta, n'oubliez pas, on doit préciser chaque position d'insaturation. Ok, alors je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà, c'était tout pour celui-là, je pense. Ok, c'était l'acide linoléique, c'est ça. Attention à bien orthographier les acides. Il y a le linoléique et il y a le linolénique avec un N. Si vous oubliez ce N, on vous compte faux. Et c'était celui-ci dans votre tableau. On vient de dessiner celui-ci. D'accord, oméga 3. Et il est souvent abondant dans les graines. Ça c'est toute aussi comment dire, dans un aspect diététique, quand on vous dit de manger des oméga 3 ou quand un produit est riche en oméga 3, c'est qu'il a cet acide gras dans ses lipides, et il a ce lipide qui est important, on verra plus tard, pour la fluidité des membranes. C'est important d'avoir
une alimentation qui est aussi riche en lipides insaturés. Ok, alors maintenant je vais faire le 2, c'était un glycéroglycolipide, pas phospholipide mais glycolipide. Ok, et c'était le 1 palmityl, 2 linoléyl, ok, 3 des galactopyranosylglycérol. Pyranosyl glycérol. Ok, donc là ça veut dire que on va mettre hop, un acide palmitique, en position C1 du glycérol. Ensuite je vais essayer de suivre ce code couleur. Hop, dommage. Un acide linoléique en position 2. C'est pas le linolénique, c'est le linoléique. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre en code couleur? On va mettre en vert. On va mettre du galactopyranosyle. Donc là, il va falloir mettre en C3 un dégalactopyranose. Sur, toujours pareil, le squelette glycérol. Ok. Alors l'acide palmitique, bah ça va être assez simple. Je vais le dessiner ici, c'est le C16 saturé. Ok. Donc l'acide palmitique, ce sera le CH3 CH2 14 fois COH, il y en a bien 16, 14 plus 1, 15 plus 1, 16, que je vais greffer en C1. Ensuite, l'acide linoléique, pardon. L'acide linoléique, c'est le C18. Alors là, vous revenez sur votre tableau. Cette fois-ci, c'est celui-ci qu'il faudra faire. C18, 2 delta 9, 12. 9,12. Donc ce sera celui-ci que je vais mettre ici en dessous. CH3, CH2 4 fois, CHCH, CH2, CHCH, CH2 7 fois, COH. On va renuméroter, voir si on ne s'est pas trompé. Donc là, on a bien le 1, plus 7, 8, 9, 10. Donc on a bien une insaturation sur le 9. 11, 12, 13. On a bien une insaturation ici sur, hop là, sur le 9 et sur le 12, 13, plus 4, 17, plus 1, 18. On a bien 18 carbone. Et puis il va falloir greffer ensuite le bêta des galactose. Alors je vais faire la molécule.
Ça, ce sera en jaune. Et ça, ce sera en rouge. Alors, je commence par faire mon glycérol. Je vais tac tac tac, on va le faire ici. CH2, CH, CH2. Là, vous faites la fonction ester. Ça, c'était l'acide palmitique. Donc, CH2, 14 fois CH3. Vous en aviez bien 14, 15, 16. C'est bon pour celui-là. Donc, celui-ci est en jaune. Ensuite, je refais ma fonction ester pour faire l'acide linoléique. Donc là, j'ai 7 CH2. Ensuite, j'ai CH. Ça doit être le carbone 9. Ensuite, j'ai CH2. CH. Ça, c'est le carbone 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, il me reste 4 à faire, enfin 5 à faire, donc 4 plus 1. CH2 4 fois CH3. Le méthyle en dernier. Ok. Et puis, il me reste à faire le bêta-D-galactopyranose que je vais faire ici. Hop, 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 hop. D'accord. Donc là, ça va être le 1, 2, 3, 4, 5, puis 6 ensuite. Donc là, il faut ça c'était après, hein, c'est des acquis, hein, il faut savoir par cœur, pas perdre de temps, pour refaire le D-galactopyranose. Et ça, c'était le carbone 6 qui est ici. Voilà. Ok, bah là j'ai fait ma molécule. J'ai dit que celui-ci je le faisais en rouge. Ok, le galactopyranose je le fais en vert. Et puis mon squelette glycérol, voilà. Donc voilà cette molécule, ce glycéroglycolipide qu'il faut savoir. Alors je sais plus, mais c'est aussi dans votre poly. Je pense qu'il y a l'exemple de ce genre de molécule dans votre poly. Là, je voulais juste vous rappeler que ici, c'est l'équivalent en oméga. Je l'avais noté en oméga. Ce serait le C18. Les deux insaturations, donc on laisse 2 oméga. Et la première, c'est sur la 6, oméga 6. Parce que si je la numérote en oméga, je numérote ici le 1, plus 4, ça fait 5. Là, vous avez le 6. Et là, vous avez le 7. Puis ensuite, c'est de 3 en 3. Donc, je compte à partir du 6. 1, 2, 3. Ici, je vais mettre ma deuxième insaturation, d'accord, qui est bien de 3 en 3. Et puis j'ai pas besoin de numéroter, mais ce serait le donc 6, 7, 8, 9. D'accord. Donc en nomenclature oméga, l'acide linoléique qui s'écrirait C18 de oméga 6. Ok. Voilà, j'espère qu'il y a
vous suivez, après c'est des règles, hein, des règles de nomenclature, on est un peu dans la chimie là, hein. Comment utiliser ces règles-là pour redessiner des molécules, ou comment dessiner une molécule à partir d'un nom qu'on vous donne. Maintenant, alors là, ce qui c'est un peu plus intéressant, c'est l'exercice 3. L'exercice 3, maintenant on vous explique en quoi c'est utile dans nos membranes d'avoir ce genre d'acide gras, ce genre de lipides, et notamment les acides gras insaturés. Et ben souvent on peut les fabriquer, des fois on peut pas, des fois il faut les trouver dans l'alimentation. Et dans l'alimentation, ben, vous prenez des graines, voilà, des huiles de foie de morue, des choses comme ça, ou qui sont riches dans des acides gras insaturés. Et là, alors c'était un exemple sur le renne, qui est voilà, qui vit dans les régions froides. Alors d'abord, on vous disait que, à l'aide du tableau donné ci-dessous, indiquant les points de fusion de quelques acides gras naturels, déterminer les critères structuraux qui influent sur ce paramètre physique, donc le point de fusion, tracer le ou les graphiques permettant d'illustrer ce propos et conclure. C'est celui-là. Ok. Donc vous voyez que dans ce tableau-là, on vous donne des acides gras qui sont soit saturés, donc c'est tout ce qui porte le 0. Ok, donc là vous avez du C4 au C20, donc de 4 à 20 carbone, avec les points de fusion correspondants, ou des acides gras insaturés. Là il y a une insaturation, 2 insaturations ici, et 3 insaturations ici. Et les points de fusion correspondants. Vous voyez que plus il y a une corrélation entre l'augmentation du point de fusion, qu'on voit nettement, et l'allongement de la chaîne carbonée, la chaîne aliphatique. Plus la chaîne aliphatique s'allonge, plus le point de fusion augmente. Donc déjà, on va pouvoir discuter selon ce critère-là. Il y a aussi un autre critère qui saute aux yeux, c'est qu'on voit que plus, alors là je vais me baser sur le C18, plus le nombre d'insaturations augmente, là on a 0 insaturation, là on en a 1, 2 et 3. Plus le nombre d'insaturations augmente, plus le point de fusion cette fois-ci va baisser. Alors c'est quoi le point de fusion? C'est la température qu'il faut atteindre pour que ce lipide-là devienne liquide. Alors il est soit à l'état solide, soit à l'état liquide en fonction de la température. Par exemple, l'acide butyrique, le C4, son point de fusion il est à moins 7,9 degrés. Donc si je conserve de l'acide butyrique au frigo à 4 degrés, et ben, il sera toujours liquide, parce que son point de fusion est de moins et dans les températures négatives. Pareil pour l'acide caproïque. Si je conserve l'acide caproïque au frigo à 4 degrés, ben, il sera toujours liquide. Par contre, si je me mets maintenant à conserver de l'acide caprylique, C8, le point de fusion est de 16,7 degrés, au frigo où c'est à 4 degrés, et ben là il sera solide. D'accord? On est en dessous du point de fusion. Par contre, si je le sors du frigo à température ambiante, bah, au bout d'un certain temps, température ambiante, on va dire c'est 22 degrés, bah, lui il va se mettre il va fondre et il va se mettre à l'état liquide. D'accord? Par contre, pour les autres acides, laurique, palmitique, stéarique, bah, vous voyez que les points de fusion sont élevés, donc ceux-là, si je les conserve même à température ambiante, ils seront toujours solides. Et si j'en ai jamais acheté, mais si vous achetez ça, ce sera des pains comme du beurre, hein, ce sera un truc solide. Voilà, des pains de lipides qui seront solides. Et voilà. Et puis ensuite, bah, en fonction des insaturations, l'acide palmitique il sera liquide dans le frigo à 4 degrés, puisque son point de fusion est de moins 0,5, pardon, et ainsi de suite. Donc le point de fusion, c'est ça, c'est la température qu'il faut atteindre pour que se passe la transition solide vers liquide. Ok, alors où j'en étais? Donc là, on a vu que on a deux façons de discuter, soit selon la taille de l'acide gras, soit selon son nombre d'insaturation. Donc on va d'abord discuter selon la taille.
comparaison des points de fusion selon la taille de la chaîne aliphatique, la chaîne carbonée. Et ben pour ça, j'ai fait un graphe. Donc ça c'est la première discussion. Pour ça j'ai fait un graphe que vous avez aussi dans la vidéo, c'est celui-ci. Hop. On va le mettre là. Donc j'ai reporté sur ce graphe là tout simplement le point de fusion en fonction du nombre de carbone pour les acides gras saturés. D'accord. Ici j'ai considéré que les acides gras saturés, donc c'est ceux que je vais mettre ici en rouge. Donc j'ai considéré celui-ci, C12,0, C16,0, C18,0 et C20,0. Et pour ces acides gras là, j'ai reporté le point de fusion en fonction du nombre de carbone. Donc là, vous avez vu que ça varie d'un point de fusion le plus bas, c'est le plus petit, le C4, moins 7,9 degrés, au plus grand, ça c'était le C20, et le C20 c'est 76,5 degrés. Ok. Et vous voyez bien qu'il y a une corrélation entre l'augmentation du point de fusion avec l'augmentation du nombre de carbone. Alors plus une membrane sera riche en acides gras saturés grands, plus elle sera rigide, parce qu'il faudra la chauffer jusqu'à 76 degrés pour la faire fondre, pour qu'elle devienne un peu flexible, un peu fluide. Donc là on dit qu'il y a une corrélation. Ici c'est la rigidité qui augmente, ou alors de l'autre côté c'est la fluidité qui augmente. Fluidité versus rigidité. Ok. Et qu'est-ce que j'ai mis comme conclusion? Bah, c'est trivial après. Hein. Conclusion, plus le nombre de carbone ou la taille de la chaîne aliphatique augmente, plus le point de fusion est élevé. Ok, et puis ensuite j'ai discuté, on a fait le même graphe en fonction du nombre d'insaturations. Alors pour le nombre d'insaturations, j'ai pris les C18, donc j'aurai besoin de celui-ci. J'ai pris le C18 comme exemple, parce que j'avais C18,0, C18,1, C18,2 et C18,3. Donc j'ai pris ces quatre là, et j'ai tracé, j'ai comparé en fonction du nombre d'insaturations. Comparaison en fonction du nombre d'insaturations. Ok. Et ça me donne le deuxième graphe, celui-ci.
où vous avez toujours si le point de fusion augmente, ça veut dire que la rigidité a augmenté. Si le point de fusion baisse, ça veut dire que la fluidité a augmenté. Et ben donc on voit une corrélation directe entre le nombre d'insaturations. Plus vous avez là une insaturation, 2, 3, plus vous avez d'insaturation, plus le point de fusion va baisser et plus votre lipide va être à l'état liquide. D'accord ? Donc si dans vos membranes, vous avez pas mal de lipides qui ont ce nombre d'insaturations là, votre membrane elle va être plus fluide, tout simplement. Ok, donc la conclusion aussi elle est assez triviale hein, ici. Qu'est-ce que j'ai mis? Conclusion. Plus le nombre d'insaturations augmente, virgule, plus le point de fusion baisse. Ok. Et alors maintenant on va discuter, c'est la deuxième partie de l'exercice qui m'intéresse. Ce que je vais mettre ici en rouge, c'est qu'il faut savoir, plus le point de fusion est élevé, plus la membrane sera rigide. Ok. Plus le point de fusion sera bas, plus la membrane sera fluide. Donc ça c'est à savoir. Et l'exemple, alors je sais plus, vous avez sans doute des exemples dans votre poly, mais c'est tout simple en fait. Là je vais faire hop, une membrane avec des lipides qui sont plus ou moins qui ont pas mal d'insaturation. Vous voyez que ça, il y a pas mal d'espace là, d'accord? Il y a pas mal d'entropie entre ces lipides. Donc là, vous avez une certaine, je vais mettre en vert, une certaine fluidité dans cette membrane, d'accord? Puisqu'il y a beaucoup d'insaturation. Lipides insaturés. Et ça, c'est différent de l'autre système où je vous fais une membrane. Alors, vous imaginez là, ils sont longs, ils sont tous saturés. Voilà, il y a très peu d'espace. Donc là, il n'y a pas de fluidité possible. Donc là, vous avez une membrane rigide. Avec des lipides saturés. Ok.
Et donc, ben, l'idéal, c'est d'avoir des membranes enfin, l'idéal, c'est de conserver dans nos membranes biologiques, dans les cellules de nos cellules, de conserver des membranes qui ont une certaine fluidité pour que la communication cellulaire puisse avoir lieu. Donc, si vous avez des membranes qui sont trop rigides, ben là, vous aurez des problèmes de communication cellulaire. Donc, après, tout va se jouer sur dans quelle zone géographique on vit. Est-ce qu'on vit dans un pays chaud? Est-ce qu'on vit dans un pays froid? Si on vit dans un pays chaud à haute température, eh ben, on n'aura pas besoin, grâce aux hautes températures, nos membranes seront déjà assez fluide. Par contre, si on vit dans un pays froid, où là il y a des températures basses, là il faudra, pour maintenir la fluidité de nos membranes, il faudra avoir une composition en acides gras insaturés de façon à conserver cette fluidité. L'idée, retenez, c'est que il faut quand même conserver une certaine fluidité dans nos membranes. Et après on discute des températures du globe auxquelles vivent les animaux. Alors ça, c'était la dernière question. Question 2. La fluidité d'une membrane biologique est liée à la nature des lipides la constituant. Dans la pâte de renne, on constate que l'insaturation des lipides membranaires augmente au fur et à mesure que l'on se rapproche du sabot, alors qu'elle varie peu chez la plupart des mammifères. Comment peut-on justifier cette observation? Il est rappelé que le renne est un animal vivant dans des régions polaires. Ok. Voilà, j'avais vu aussi cette petite diapo dans votre complément de cours, ça. Ok. Ça, c'est la diapo 227 du polycomplément. Polycomplément CM. Ok. Et donc dans cette diapo-là, on vous explique effectivement que le cerf, est un animal qui vit dans des régions froides, il a forcément besoin de changer la composition de ces acides gras dans ses membranes biologiques pour conserver cette fluidité de ses membranes biologiques. Et vous voyez que ici, là, là, ce sont des zones de son corps qui sont en contact avec la neige, donc qui sont dans des zones froides. Donc il aura besoin, pour maintenir la fluidité de ses membranes, d'une composition en acides gras insaturés. Ok? Alors qu'est-ce que j'ai mis? Comme conclusion là-dessus, vers le sabot, comme explication. Pardon. Vers le sabot, contact avec le froid, avec la neige. Donc température basse. Il y a davantage d'acides gras insaturés dans les membranes biologiques, dans les membranes des cellules. De façon à maintenir une certaine fluidité membranaire. Fluidité membranaire nécessaire. Nécessaire aux échanges cellulaires, nécessaire à la vie cellulaire. Ok. Notez cette notion de fluidité membranaire. Et c'est pareil pour les poissons qui vivent dans l'Atlantique Nord, dans des mers froides. On voit que la composition des acides gras dans les membranes des cellules de ces poissons-là, elle est riche en acides gras insaturés. D'accord? Autre exemple, par exemple, si je vous demande maintenant, est-ce que le chameau
ou le dromadaire qui vit dans des pays chauds a besoin d'avoir des membranes riches en acides gras insaturés, d'après vous? Ils vivent à 40 degrés. Eh ben non, effectivement. Chez le chameau, vous pourrez faire une analyse des acides gras qui constituent les membranes des cellules de cet animal-là, et vous verrez il a très peu besoin d'acides gras insaturés. Donc même s'il a des acides gras longs ou saturés, il va très bien s'en accommoder. Pourquoi? Parce que naturellement, il fait chaud à l'extérieur, et donc les membranes cellulaires auront déjà naturellement une certaine fluidité. Donc chez les chameaux, il n'y a pas besoin d'avoir des acides gras insaturés. Ok. Qu'est-ce que je... Après, on a fait à peu près le tour. Je voulais vous dire simplement cette idée générale là. Ok. D'une manière générale, raisonnez toujours comme ça. L'adaptation au froid est corrélée à une augmentation de la composition des membranes en acides gras insaturés. Ok. On a fait à peu près le tour de ce dernier TD. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer la session. Quel conseil je peux vous donner là à l'heure actuelle dans cette étape où on va commencer à expérimenter le déconfinement? Donc d'après ce que j'ai compris, vous avez des examens qui vont se faire via des VIMS. Donc faites ces VIMS-là, c'est la semaine prochaine je pense. Donc ils comptent sur pas trop de points, ils comptent sur une douzaine de points je crois, mais faites-les quand même, c'est déjà 12 points. Sachez que c'est pas pénalisant, c'est-à-dire que si vous avez moins de 10 sur 20, vous pouvez faire en sorte que cette note ne compte pas. Donc c'est que du bonus. Et ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on instaure une deuxième session quand même. Mais ça, la deuxième session, j'en connais pas trop les modalités. Je pense qu'elle aura lieu, quoi qu'il arrive, après le 21 juin. Et si possible, on la fera en présentiel. Donc j'espère qu'on se retrouvera quand même une fois avant la fin de cette année universitaire, au moins pour faire sa deuxième session, parce que c'est aussi important d'avoir une deuxième session. Ok, merci pour... Donc Multicolorie me dit qu'elle n'a pas de questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore la session. Si vous sentez que vous avez besoin d'une séance de révision, vous pouvez me solliciter. Alors je la ferai peut-être pas si vous êtes seul. Si vous êtes seul, je vous répondrai par mail. Mais si vous êtes au moins 5-6, je veux bien organiser aussi une session de révision commune que vous me direz enfin, la semaine prochaine ou la semaine d'après si vous le sentez. Ok, merci d'avoir suivi, merci d'avoir été fidèle et bon courage à vous. À bientôt.